Concernant le débat, voilà, moi, une première question, peut-être à Anne, de savoir, est-ce qu'en fait, on a le sentiment que pour les communicants publics, en fait, la question, c'est plus tellement le sujet, c'est plus tellement le territoire, en fait, puisqu'on a l'impression que ce territoire est en train de perdre ses frontières et ne plus avoir beaucoup de sens, en fait, que les frontières administratives n'ont plus beaucoup de sens pour les citoyens et que la problématique devient celle de la relation. Est-ce qu'on arrive vers, est-ce que, disons, le rôle du communicant, parce qu'on dit de plus en plus communicant et chargé de la relation citoyenne, n'est pas justement cette transposition, notamment grâce au digital, de la relation, du territoire vers la relation. Alors effectivement, ce que j'ai essayé d'expliquer à travers mon intervention, c'est que nos métiers, ils se transforment. Ils se transforment parce que aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est pas simplement d'utiliser les nouveaux outils numériques, les réseaux sociaux, mais c'est vrai, c'est plutôt d'établir et de rendre possible une nouvelle forme de relation avec le citoyen. Donc notre rôle aujourd'hui, il me semble, c'est de rendre capable le citoyen de participer à la décision publique, c'est-à-dire d'informer pour éclairer les débats, pour donner les moyens aux citoyens de mieux comprendre également les données, puisqu'il ne s'agit pas simplement de mettre à la disposition des données. Quand vous allez sur le site data.gouv.fr, vous ressortez de là, vous êtes pas plus intelligent que lorsque... voilà, vous exactement. Donc voilà, on a vraiment un rôle de l'éducation aux données, de faire de la pédagogie de ces données, de les rendre accessibles, pour permettre aux citoyens de davantage intervenir et façonner les politiques publiques. Alors, c'est leur donner les moyens, puis après leur donner les outils, et puis de faire évoluer également la gouvernance de nos institutions pour qu'elles soient davantage enclines à prendre en compte cette parole. C'est pas simplement de recueillir la parole, c'est d'en faire quelque chose aussi, plus encline à recueillir cette parole et d'en faire quelque chose et de faire en sorte qu'elle influe sur les politiques publiques. Donc voilà. Donc ça, c'est le nouveau rôle, me semble-t-il, du communicant public. Mais on voit bien que cette ouverture des datas, en fait, qui à la fois est chantée comme une sorte de parangon de la démocratie, mais en fait, à travers ce que vous nous avez raconté, Stéphane, on a l'impression surtout qu'on est en train de vendre la mariée, enfin le panier et tout, enfin qu'on est en train de donner, disons, aux grosses plateformes, en fait, ce qui relève de notre patrimoine, puisqu'on pourrait imaginer que c'est qu'elles qui sont capables d'utiliser ces données et d'en faire quelque chose. Est-ce que là, il n'y a pas un risque que non seulement on n'a pas d'outils de plateforme, et non seulement on n'a pas d'opérateurs européens, mais en plus on est en train d'ouvrir et de donner toutes les données qui intéresseront ces plateformes. Qu'est-ce que vous en voyez? Est-ce qu'il y a un risque là qui n'est pas vu, qui n'est pas perçu? Et comment y faire face, comment pouvoir effectivement ouvrir ces données pour en faire quelque chose d'intéressant pour le citoyen, mais sans pour autant perdre son pouvoir. Alors, je pense que l'ouverture des données de l'administration est une perspective extrêmement intéressante. Le moment où ça a vraiment basculé, je pense que c'était au moment du G8 organisé par le Royaume-Uni, il y a 2 ans, quand la charte de l'open data a été, la charte de l'open data publique a été adoptée donc par les pays du G8, et qui prévoyait d'ouvrir les données par défaut, donc toutes les données, sauf quand il y avait des raisons de ne pas les ouvrir. Et donc essentiellement, il y a 3 types de raisons. Intérêt supérieur de la nation, propriétés diverses sur les données, et puis les données personnelles, bien sûr. Donc c'est un engagement très fort.
le Parlement européen a passé la directive, la nouvelle directive qu'on voit aujourd'hui essentiellement transcrite petit à petit dans le droit français. Donc c'était à la même époque aussi, juin 2013. Donc il y a un vrai mouvement pour l'open data public et je pense que c'est un mouvement extrêmement intéressant. Maintenant, c'est vrai que la situation est très très différente pour des États qui disposent des industries et pour ceux qui n'en disposent pas. C'est-à-dire que le mouvement de l'open data public aux États-Unis ou en Chine, par exemple, ça ne veut pas dire la même chose qu'en France, puisque en France, effectivement, quand on va sur data.gouv.fr, so what ? C'est clair que ces données vont être récupérées exactement comme les pages web ont été recopiées par Google pour générer des services, des vrais services, des choses comme le moteur de recherche est quelque chose d'absolument nouveau quand il sort, des vrais services qui vont changer la relation, donc la gouvernance, la relation du citoyen à la gouvernance. Donc effectivement, on peut s'interroger, je crois qu'il convient aussi de s'interroger sur le déplacement du pouvoir qui est opéré aujourd'hui par les parts respectives de données qu'ont des entités différentes. L'État a aujourd'hui beaucoup de données, mais moins que les opérateurs du numérique, et surtout des données sur des rythmes de production qui sont assez lents, alors que les opérateurs du numérique savent à la seconde ce qui se passe, et ceux du domaine de la finance à la milliseconde, là où l'État a plutôt des fonctionnements trimestriels, voire annuels, voire encore plus lents. On le voit par exemple si on compare les mécanismes de la fiscalité, donc la définition des lois de finances, leur adoption, etc., par rapport à ce que le monde de la finance fait. On voit juste des rythmes de temps à des ordres de grandeur d'écart. C'est clair qu'à terme, l'État aura intégré ces outils. Mais l'État ou une société pour l'État, donc là, il y a une vraie inconnue. Merci. Étienne, en fait, quand je vous écoutais tout à l'heure, vous prouviez en fait que l'image d'un territoire était construit de manière de plein d'impacts différents, notamment ces impacts digitaux à travers les différentes applis, plateformes. On se dit que le rôle du communicant public a aussi ce rôle de construire une certaine image du territoire, mais on a l'impression que c'est qu'une partie infime de l'image que se fait finalement quelqu'un qui, dans sa tête, reconstruit l'image d'un territoire. Est-ce que ça sert encore à quelque chose de faire du marketing territorial? Est-ce que c'est pas vain? Est-ce qu'on ne court pas après quelque chose qu'on ne peut pas atteindre? D'autant que, d'une certaine manière, dans le marketing territorial, l'émetteur est toujours soupçonné de construire un discours. C'est difficile Enfin, je ne pourrais pas mettre à mort une profession là, ni d'ailleurs spécialement la faire vivre. L'avantage quand même dans ce type de domaine, c'est que les résultats ne sont pas certains. Donc on a un mal relatif à mesurer, par exemple, l'efficacité d'une campagne de publicité. Et pourtant, faute de mieux, et c'est tant mieux comme ainsi, on engloutit des masses d'argent assez considérables dans ce domaine-là, quel que soit le secteur. Sans pouvoir le mesurer. Sans pouvoir le mesurer de façon certaine. Si c'était vraiment certain, on serait très content, on aurait vraiment des chiffres entrées-sorties très clairs. Mais en revanche, il y a un élément qui qualitativement est très différent entre communiquer et ne pas communiquer. C'est que quand on ne communique pas, quelque chose communique pour nous. Donc c'est plutôt la façon de prendre voix au chapitre qui sera intéressante. Et en particulier, alors ça pose des questions, que ce soit pour la communication dans le cadre décrit par la communication de Stéphane ou dans celui de Anne, puisque si par exemple une institution organise un débat, prend la parole, s'associe à d'autres acteurs pour faire advenir quelque chose, il construit lui-même sa propre posture dans la communication. Et du coup, la question la plus importante n'est pas tellement de savoir s'il faut désinvestir ou investir dans le champ du marketing ou de la publicité, mais plutôt comment prendre place à l'intérieur de ces opportunités de communication pour créer quelque chose. Et donc toute la question, c'est qu'est-ce qu'on essaie de créer. En particulier, juste sur ce point-là, il y a peut-être une chose qui est essentielle, c'est s'il s'agit par exemple d'organiser la participation,
l'institution peut être simplement commanditaire, mais elle peut être aussi, non pas un arbitre ou un maître du jeu, mais quelqu'un qui invite à la participation. Et là, c'est vraiment une question, si on reprend la notion de relation, c'est vraiment une question de comment on parle aux gens, quel rôle on leur donne à l'intérieur d'un mécanisme participatif, et en particulier, quel gain symbolique ils peuvent avoir à ça. Parce que souvent, on participe de façon... d'une certaine manière désintéressée, en tout cas en termes de finances, mais en revanche, on peut y gagner en termes d'image de soi, de reconnaissance par les autres, etc. Comme quand quelqu'un est convoqué dans un jury d'assises. Voilà. Merci. Je vais peut-être me tourner vers la salle parce que, voilà, pour vous voir si vous avez des questions à poser au milieu de ce débat. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à un de nos invités ? Non, pas particulièrement. Bon, alors je continue. Voilà, donc la question c'est est-ce que si on pousse un peu la logique de cette alors, je vais essayer d'y arriver. J'aurais pas dû me lancer dans... Exactement. J'allais le dire. Est-ce que, d'une certaine manière, est-ce qu'on va... Enfin, mes questions sont un peu provocantes, mais est-ce qu'on va se passer de l'intermédiation des collectivités à terme ? Ou est-ce que dans le débat, justement, de la concertation, est-ce que les algorithmes vont gagner et que, d'une certaine manière, on n'aura plus besoin de concerter puisque les algorithmes décideront, en fait, pour nous quel avenir cela nous prépare, en fait. Oui, Stéphane. Oui, oui, alors, on parle d'une société horizontale. Ça veut dire, si elle est horizontale, qu'on a enlevé une partie au moins de la verticalité. Et pour enlever la verticalité, il faut la désintermédier. C'est-à-dire qu'on s'est glissé, donc pour des structures qui existent, je reprends l'exemple de la société de taxi parce qu'il est simple, je vais me glisser entre les chauffeurs et les passagers, et la société de taxi a perdu sa raison, son modèle économique s'effondre, sa raison d'être. Et comme ça, je vais me glisser entre les étudiants et les enseignants. Je fais un peu simple, mais ce modèle va mettre l'université à genoux dans les décennies qui viennent et conduire à une réforme majeure de l'université, avec des aspects... On m'a reproché d'être pessimiste. Moi, je trouve que c'est une révolution absolument géniale, mais on va passer par des époques très tourmentées, très secouées. Mais en même temps, il se passe des choses qui sont au niveau de l'organisation, du monde intellectuel, etc., absolument passionnantes. Donc oui, on va désintermédier beaucoup de choses pour arriver à une société et une structure horizontale. Et oui, les algorithmes vont peut-être décider d'un certain nombre de choses, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Sur nos territoires, on a des lois qui ont été décidées dans le cadre d'un processus politique qu'on considère comme légitime, qui est ancré dans l'histoire. Et puis, à côté de ces lois, de plus en plus, on va trouver des algorithmes qui vont décider de nos pratiques. Et ces algorithmes vont devenir de plus en plus nombreux et avoir force de loi. Au début, ils vont être en conflit, c'est le cas aujourd'hui, ils sont en conflit avec la loi. Puis petit à petit, notre corpus sera fait de lois votées au Parlement et d'algorithmes décidés par un grand opérateur du numérique. On peut s'interroger si c'est bien fondé, mal fondé. Mais si on s'interroge un peu plus sur le long terme, on fait face aujourd'hui à des enjeux qui sont globaux sur la planète. Et si je prends les enjeux qu'on appelle du développement durable, de la gestion des ressources, de la capacité à recycler les déchets qu'on produit, et par déchets, je ne veux pas dire les déchets ménagers, mais le CO2 dans l'atmosphère, etc. C'est des enjeux qu'aujourd'hui, les structures politiques que sont les États, quand ils se réunissent autour d'une table, sont peu à même de décider, qui soulèvent des questions d'une très grande injustice. On peut imaginer que la gouvernance de l'énergie, de l'accès aux ressources, change, évolue, et que ces enjeux, ces grands enjeux de la planète doivent être reliés à cette révolution numérique qui est sous-jacente.
Oui. Juste un point, c'est-à-dire que l'ouverture des données, c'est aussi une chance pour l'administration. C'est une chance pour l'administration pour améliorer la qualité de son action et sa performance. Je vois dans le secteur de la santé, c'est vrai que en France, nous possédons des bases de données que beaucoup de pays nous envient, notamment les bases de données liées à l'assurance maladie et à tous les remboursements qui sont délivrés. Il y a une base de données absolument colossale qui est encore totalement sous-exploitée et qui permettrait aux politiques publiques d'être beaucoup plus performantes et de prendre des décisions peut-être plus pertinentes. Donc il y a aussi un enjeu pour les administrations d'utiliser ces données pour améliorer la performance de leur action. Et on voit que là, il y a encore beaucoup de choses à faire. On voit que ces données, elles permettront à terme, peut-être, grâce à des algorithmes très sophistiqués, de rendre le diagnostic d'un médecin beaucoup plus pertinent, parce qu'il sera fondé sur l'expérience des dossiers médicaux d'énormément de patients. Donc le rôle du médecin devra évoluer aussi. Ce ne sera plus quelqu'un qui fera des diagnostics, mais quelqu'un qui proposera peut-être un traitement beaucoup plus personnalisé. Donc voilà, on voit bien qu'on est là, en tout cas dans le champ de la santé, cette réflexion, elle est encore assez embryonnaire et on a toutes les données, mais on ne sait pas encore bien les exploiter. Xavier ? C'est juste une réflexion, c'est finalement l'ensemble de ces approches autour de ces algorithmes vont transformer radicalement la manière de penser les territoires, de penser les politiques publiques, de penser la relation avec l'individu. Comment, et ça modifie radicalement aussi la manière de gouverner, de penser les politiques publiques. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en fait des exemples finalement de pouvoirs publics qui ont réussi à se réorganiser, à repenser les choses différemment au regard de ces algorithmes qui vont déferler avec ces masses de données qu'il va falloir gérer? Je crois qu'il y a un certain nombre de villes qui se sont lancées dans cette aventure, effectivement. Et puis, le gouvernement de la Californie, qui, effectivement, essaye de s'organiser comme une plateforme. Une plateforme, c'est un système qui offre un certain nombre de services de base qui sont, en fait, aujourd'hui, de facto des services publics. Des services essentiels, avec la continuité de service et la non-discrimination d'usage, comme les services publics de nos pays, et sur lequel on peut, ce que les Américains appellent plug and play, c'est-à-dire on peut s'installer sur cette plateforme via son API et offrir des services qui sont supportés par la plateforme. Et donc le gouvernement lui-même pourrait offrir une infrastructure de cet ordre sur lequel l'ensemble des administrations territoriales ou autres, de la santé ou d'autres secteurs se grefferaient, trouveraient une infrastructure de grande qualité. C'est un point important, hein, la différence entre un système français et un système américain, parce que le système français il marche pas, le système américain il marche. Je pense que je dis les choses de manière un peu crûment, mais il suffit de regarder les opérateurs qui aujourd'hui ont 1 milliard d'utilisateurs ont très exceptionnellement des pannes. Rares sont les services français offerts par une entreprise qui n'ont pas des interfaces absolument inutilisables et des pannes à répétition. Donc il y a quelque chose vraiment à changer dans la capacité à construire cette industrie qui pour l'instant est très insuffisante. Mais il y a un concept de service qui... pourtant, en France, on s'imagine qu'on a... on a une vision du service public qui est très enracinée dans notre histoire, mais on a un peu perdu la notion de service. Et on offre des fonctionnalités aux gens. Je pense que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était considéré comme normal de faire la queue à la poste
comme au service des impôts, comme dans d'autres services. Et aujourd'hui, on reste... Moi, j'ai vécu longtemps à l'étranger, je suis rentré en France il y a quelques années, et quand je suis arrivé, j'ai voulu installer l'électricité dans l'appartement dans lequel j'étais, on m'a proposé un rendez-vous dans 15 jours. J'en suis pas revenu en centre-ville. Et je pense qu'on a... on le voit sur les plateformes françaises, c'est très mal foutu, on a perdu cette notion d'apporter aux gens quelque chose qui leur est utile. Et on réfléchit assez peu à l'utilisateur ou au citoyen. On lui impose un truc et ça ne marche pas bien. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire penser ce qui serait utile aux gens, qui ne sont pas nécessairement quelque chose qu'ils attendent, parce que quand beaucoup de ces services sortent, ils éblouissent tout le monde et on se dit « waouh, c'est vachement impressionnant ». Mais on n'y avait pas pensé, on n'était pas dans l'attente de ce service. Mais si les services américains sont si largement adoptés, c'est qu'ils sont extrêmement bien conçus et extrêmement fiables. Donc je pense qu'il faut vraiment penser à ça. Je voudrais rebondir sur la santé, parce que c'est très facile... c'est très facile d'imaginer tout un tas de... Enfin, moi, je suis assez frappé de beaucoup des gestes que je fais dans ma vie et qui me semblent totalement absurdes. Par exemple, je vais chez mon médecin pour lui demander une ordonnance pour faire une analyse de sang. Ça n'a aucun intérêt, en fait. Ça pourrait tout à fait être fait par un algorithme, parce que cette analyse de sang, c'est la même que celle que j'ai faite il y a 2 ans, et je suis censé la faire tous les 2 ans, et donc le médecin la refait, et ce que pourrait faire l'algorithme, c'est... D'abord, connaissant effectivement, la caisse d'assurance maladie, par exemple, est une mine d'or en France qui n'est pas exploitée et qui sera peut-être un jour exploitée par une entreprise américaine si la France n'est pas capable d'en faire quelque chose. Mais c'est vraiment une mine d'or qui changerait. Si on l'exploitait, on réduirait les coûts de la santé tout en augmentant sa qualité. Mais c'est compliqué à faire et c'est surtout qu'on a du mal à faire ça. Mais typiquement, un algorithme pourrait tout à fait décider si c'est justifié que la sécurité sociale rembourse les examens que je demande, parce que c'est légitime, étant donné ma situation, de les faire et que je ne les ai pas fait la semaine dernière. Et le médecin serait déchargé d'une quantité énorme de tâches finalement assez administratives qu'il fait, qui ne servent à rien, qui nécessitent nullement les connaissances qu'il a. Et les algorithmes joueront assez rapidement dans le domaine de la santé ce type de rôle avec des archives long terme, etc. Et il suffit de regarder les investissements de Google ou d'Apple dans les dispositifs de santé pour voir d'où sortiront effectivement les grands gestionnaires de la santé mondiale. Pourquoi on n'y arrive pas en France? Parce qu'on sait ce qu'il faudrait faire, et pourtant ça n'émerge pas. Il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons qui sont assez fondamentales. Il y en a une qui est liée à la gestion des données personnelles, qui pour l'Europe continentale inspire une frayeur massive à cause, bien sûr, de l'histoire de l'Europe, qui est le continent sur lequel on a fait le plus mauvais usage politique des données personnelles. Ça ne gêne ni les Anglais, qui ne sont pas concernés par ce problème, ni les Américains, ni les Chinois n'ont cette angoisse sur les données personnelles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et les régulations que nous avons, soi-disant protectrices, comme celle de la CNIL, ne sont pas nécessairement protectrices et contribuent à faire que c'est beaucoup plus facile de faire un opérateur aux États-Unis qui agit en France en France. Donc ça, c'est un point important. Je crois que le point du service est un autre point qui est très important. On ne réfléchit pas à la personne qui va l'utiliser. C'est très évident. Il y a une vraie culture UX. Oui, d'interface utilisateur, mais une culture forte du service, c'est-à-dire rendre la vie facile. Et quand on regarde, par exemple, ce qui a fait le succès d'Uber, entre autres, c'est le fait d'avoir offert une carte sur laquelle on voyait sa position et la position des voitures, mais en particulier celle qui vient nous chercher. Et donc on la voit, elle se rapproche de nous, il y a des embouteillages, c'est un peu lent, mais toute l'angoisse, le stress qui est lié au fait d'attendre cette voiture est transmis à l'appareil.
Et de manière générale, les services en ligne sont des services de cocooning qui prennent les gens, les utilisateurs dans leurs bras et les déchargent de leurs angoisses. Ils sont tous basés là-dessus. Donc c'est un vrai service. Et ça, on a vraiment du mal à penser ça. Il y a aussi beaucoup de corporatisme dans le secteur de la santé qui bloque les choses. Et je dirais que le partage du pouvoir, je vous ai montré un petit exemple tout à l'heure, le partage du pouvoir du médecin avec son patient, c'est quelque chose qui est pas naturel. Alors peut-être qu'avec avec la nouvelle génération de médecins, c'est quelque chose qui sera plus aisé. Mais là, il y a quand même aussi beaucoup de corporatisme qui bloque et qui paralyse l'exploitation de données. Les médecins, c'est une des seules professions en France qui n'est pas évaluée. Et c'est vrai que l'utilisation des données permettrait justement de davantage évaluer la pratique clinique des professionnels de santé. On a une question ? Oui, c'est une question courte, mais à vous écouter, je me pose la question de savoir comment vous pensez le collectif. Parce que là, on fait une description de la transversalité qui ajoute des individus à des individus dans leur entité, alors jusqu'au cocooning du service. À contrario de l'angoisse provoquée par la queue lorsque l'on attend à la sécurité sociale, l'un étant plus légitime que l'autre, je sais pas. Mais comment vous pensez le collectif ? Étienne, vous voulez répondre ? Je pense que c'est une question absolument fondamentale. Je suis pas tout à fait sûr de comprendre la démocratie horizontale qui est en train d'émerger et ces décisions qui sont prises sur la base d'un assentiment populaire. Si c'est ça la politique, ça met fin à toute vision et toute capacité de prendre des décisions sur la base du bien commun, puisqu'on ne réagira que par une opinion populaire qui sera changeante. Donc je pense que le collectif le bien commun sont deux aspects absolument fondamentaux et aussi des piliers, des contre-pouvoirs qui doivent émerger aujourd'hui face au pouvoir des données qui sont accumulées par de nouveaux opérateurs, quels qu'ils soient et quels qu'ils seront dans l'avenir. Tout est inventé dans ce domaine. À ce titre-là, j'aimerais bien revenir sur la notion de désintermédiation qui donne l'impression qu'on a, mettons, un besoin ou une fonction à remplir et puis de l'autre côté un moyen technique de la remplir et que du coup tous les échelons intermédiaires disparaissent. C'est une notion qui est, à mon avis, pertinente sans doute de loin, mais de près, elle me paraît vraiment très problématique parce qu'on on peut supprimer un intermédiaire, il y a de toute façon de la médiation. Et la question, c'est plutôt le remplacement d'une certaine forme de médiation par une autre. Et quand on pense dans ces termes-là, et en termes de médiation, on pense en termes riches ou, mettons, culturels. Et avec le culturel ou avec le social, on pourrait dire, il y a toute la dimension symbolique de ce qui se passe, c'est-à-dire justement de cette question politique que tu poses, symbolique, politique, et directement liée au fait qu'on n'a pas affaire simplement à l'accomplissement de fonctions, mais à des gens qui ont besoin de quelque chose ou envie de quelque chose. Et à l'intérieur de ces réseaux de besoins et d'envie, il y a des moments où on crée des sociétés, des lois, où on se donne des modèles de référence. Par exemple, le contrat de travail à durée indéterminée comme norme, c'est quelque chose qui on pourrait dire, alors on peut dire c'est plus du tout propre à l'époque actuelle ou au futur, etc. On peut dire aussi que c'est le modèle dont on est sorti et dans lequel on est encore à titre juridique. Et c'est fondé, c'est-à-dire que c'est fondé dans de la décision politique et dans une manière de réguler les rapports entre acteurs. On ne peut pas dire qu'il y a des intermédiations simplement en enlevant des intermédiaires. On peut dire qu'il y a des modalités, et notamment
industriellement ancrés dans de l'intérêt pour non seulement désintermédier, mais surtout déréguler. Et à ce titre-là, si on fait apparaître ce qui se passe qualitativement en termes de modèle de société ou en termes de relations entre les individus, que ce soit des individus consommateurs, citoyens, pères et mères, etc., enfin tous les rôles qu'on peut avoir, on peut aussi mieux comprendre ce qu'on gagne d'une certaine façon et ce qu'on perd aussi d'une certaine manière. Et donc cette dimension collective qui est sans doute beaucoup moins facile à gérer en termes de décisions purement gestionnaires. Je veux dire, ça se quantifie, mais le collectif en tant que collectif, c'est-à-dire collectivité ou une capacité à être plus qu'un agrégat ou plus qu'une addition d'individus, c'est une dimension qui me paraît fondamentale, mais beaucoup plus difficile à administrer avec brio sur des grands volumes ou sur des grandes décisions qu'une gestion, par exemple, informatisée, comme tu le disais à l'instant. C'est le modèle, par exemple, de gestion informatisée de la prescription médicale, il vaut. Mais on perd forcément si on remplace, supposons un monde où on remplacerait la totalité des gestes médicaux par des gestes de cette nature-là. Il est lointain. Mais dans un monde comme ça, la relation patient-médecin, par exemple, disparaît. Et qu'est-ce qui se joue dans une relation patient-médecin en dehors du fait d'avoir son ordonnance ou sa prescription, son renouvellement de médicaments? Il ne s'agit pas seulement de systèmes, on n'est pas juste des systèmes corporels à maintenir en état de marche. Le médecin a un rôle social un peu comme, je sais pas, une autorité politique peut l'avoir, ou une autorité professorale, ou, évidemment à l'intérieur d'un certain monde. Et on peut changer de monde, mais c'est la chose qui me paraît la plus importante à questionner. Stéphane ? Je vais juste répondre sur le médecin. Je pense que décharger le médecin des tâches inutiles lui permet de se concentrer sur la relation avec le patient. Et donc c'était ça. Je pense que ça c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Détacher les gens des tâches qui sont automatiques, libérer les gens des tâches qui sont stupides pour qu'ils puissent se consacrer à l'essentiel me paraît être vraiment prometteur. J'étais d'accord avec toi. Je voudrais donner un exemple parce que tu parlais du CDI. Il y a des choses qu'on peut vouloir préserver, il y a des choses qu'on peut préserver, et puis il y a des choses qui ont changé et qui rendent certaines pratiques compliquées à maintenir. Je voudrais donner un exemple particulier qui est le droit à l'oubli, donc droit qui date du 19e siècle, qui en fait donne le droit pour une personne qui a été condamnée et qui a purgé sa peine qu'on n'en parle plus. Et donc qui interdit à la presse en particulier de mentionner cette affaire passée, à moins que, par exemple dans le cas d'une récidive, ça ait un intérêt particulier. Alors évidemment, avec le numérique, la digitalisation ou numérisation des journaux, les moteurs de recherche, etc., quand je fais une recherche sur une personne, eh bien, je tombe probablement assez rapidement, si c'est sur un site de journal qui est bien référencé, sur cette condamnation qui date d'un certain temps. Et donc se pose la question de savoir si le droit à l'oubli, qui est un droit qui nous paraît assez essentiel, est compatible avec le numérique. J'avoue ne pas détenir la réponse. En tout cas, la Cour de justice européenne, suite à un appel d'une cour espagnole, a prononcé un arrêt condamnant Google à mettre en œuvre le droit à l'oubli. C'est une décision particulière, assez originale. Google s'est mis, par la force des choses, a dû s'organiser pour que les citoyens européens puissent demander à Google le déréférencement de pages les concernant et concernant soit une condamnation, soit leurs activités de jeunesse dont ils ne souhaitaient plus entendre parler, etc., etc. Donc Google a reçu un très grand nombre de demandes et a
pour les versions du moteur de recherche sur les pays européens, déréférencer un certain nombre de ces pages quand les demandes paraissaient justifiées à Google. C'est-à-dire que Google est devenu de facto une institution judiciaire de notre territoire qui décide si une page doit être déréférencée ou pas pour mettre en œuvre le droit à l'oubli. L'Europe n'ayant pas d'argent, si l'Europe était riche, elle aurait créé une institution qui aurait décidé du bien fondé d'une demande et qui dépendrait du ministère de la Justice des pays sur lesquels ces demandes sont faites. Mais n'ayant pas d'argent, elle confie ça à Google. Donc Google est devenu un outil de notre système judiciaire. Il est clair que Google, en fonction du type de peine, décidera de déréférencer ou pas, et on imagine facilement les peines, celles qui sont très médiatisées aux États-Unis, sur lesquelles on ne déréférencera jamais quelqu'un parce qu'il constitue un danger public jusqu'à la fin de ses jours. Et donc là, il y a un jugement de valeur morale. Mais c'est aussi assez particulier comme décision parce que ça rend le moteur de recherche encore plus opaque, puisqu'on va devoir, pour tout un tas d'individus, changer l'ordre et supprimer des références. Par ailleurs, c'est une invitation, je vais être un petit peu caricatural, mais c'est une invitation faite aux citoyens européens qui ont des choses à se reprocher de prévenir Google. Donc Google accumule une base de données des gens qui ont quelque chose à se reprocher et qui ont envie que ça ne se sache plus. C'est une transmission de facto d'informations du sol européen vers l'opérateur Google, et donc qui enrichit Google d'autant de connaissances nouvelles, même s'ils ont les pages en question et ils n'ont pas d'activité sur ces pages. Et cette demande, donc, est, à mon sens, très particulière. Elle est aussi très limitée dans son action, puisque, bien sûr, ces pages ne sont pas déréférencées sur Google aux États-Unis ou en Inde ou ailleurs, sur les autres territoires sur lesquels opère Google. Et donc, c'est très facile de trouver, en fait, les pages non déréférencées. Donc, l'Europe aimerait que ce soit déréférencé au niveau mondial. Et là, on tombe sur un problème culturel profond qui est que les Européens, et c'est une des difficultés, à mon avis, fondamentales de l'Europe d'aujourd'hui, les Européens projettent le monde sur leurs valeurs. Et j'élargis le débat, mais le monde ne souhaite pas les valeurs européennes. Sur différents territoires, il a les siennes. Et si l'Europe a pu croire dans les époques passées que sa culture pouvait se propager et que l'action prosélyte était efficace, force est de constater aujourd'hui que le renvoi qui est fait à l'Europe est assez violent. Et donc la réponse de Google, évidemment, ne s'est pas fait attendre. Et pour un Américain, le droit à l'information est bien prime sur le droit à l'oubli. Et en aucun cas, Google ne déréférencera au niveau mondial les pages demandées par l'Europe. Et je dirais heureusement, Google a aussi d'autres demandes de déréférencement venant d'autres territoires qui ont d'autres intérêts politiques à défendre et pour lesquels ils répondent négativement comme ils répondent négativement à l'Europe. Mais on voit dans cet exemple du droit à l'oubli quelque chose d'extrêmement complexe où un droit qui a véritablement du sens, qui est historiquement fait partie aujourd'hui de notre culture, s'avère extrêmement compliqué à mettre en œuvre et met l'Europe par rapport aux opérateurs du numérique dans une situation assez compliquée. Eric Smith proposait qu'on puisse changer d'identité à un moment donné dans sa vie. C'est une solution. Xavier ? Non, moi je reviens sur la question des intermédiations. Elle a déjà largement commencé dans la société française, au-delà de Uber, etc. Je pense à toutes les forces représentatives dans la société, les corps intermédiaires. Et on voit apparaître finalement des émergences de type pigeon, mouton, un véritable bestiaire, et qui fait fi finalement de ces corps intermédiaires qui pouvaient à un moment donné les représenter. Et Anne, tu le disais, dans la représentativité aussi, la question de la représentativité, notamment des associations
qui d'un point de vue réglementaire doivent faire partie d'un processus aujourd'hui ne sont plus représentatives au sens premier du terme, mais il y a effectivement d'autres formes de représentation et pour nous communicants, c'est une des problématiques à laquelle on est confronté, c'est-à-dire comment instruire cette participation, cette coparticipation dans une représentativité qui soit pertinente et politiquement acceptable. Comment vous avez dû, vous, penser et réfléchir à cette question ? Alors effectivement, c'est une question qui est très importante pour nous parce que s'il est vrai que les grandes associations, je parle encore du champ du cancer, comme la Ligue nationale contre le cancer, ces grandes institutions, elles ont un poids politique important. C'est-à-dire que le jour où la Ligue nationale contre le cancer s'érige contre une politique publique, même si finalement elle ne représente pas vraiment l'ensemble de la communauté des malades, elle est entendue par les journalistes, elle est entendue par les politiques, et donc ces associations, elles conservent un pouvoir extrêmement important, peut-être une possibilité d'intervenir aussi du coup sur les politiques publiques. Mais il y a, je crois, 3% des malades qui fréquentent les associations. Donc on voit bien que là, il y a un vrai problème de représentativité. Les associations, notamment dans le champ de la santé, sont souvent des associations finalement de médecins à la retraite. Et qui donc sont là pour porter une parole citoyenne qui est peut-être dont on peut encore questionner du coup encore davantage leur légitimité. Donc du coup, ce qu'on essaye de faire, à la fois dans des instances consultatives à l'Institut national du cancer et puis dans toutes les démarches de concertation qu'on mène, c'est vraiment d'aller vers le citoyen. On a une instance de consultation à l'Institut qui s'appelle le comité des usagers et des professionnels. Et ce comité des usagers, ce ne sont pas des représentants d'associations, mais ce sont des malades ou des proches ou des usagers du système de santé qui interviennent intuitu personae sur des questions qui sont posées. Et alors, on essaye on met en place des formations pour ces personnes, pour qu'elles soient en capacité de dépasser leur propre expérience personnelle de la maladie, par exemple, qu'elles puissent parler, non pas au nom de tous les malades, mais parce que c'est compliqué, mais pas simplement au nom de leur propre vécu de la maladie. Donc il y a des formations qui sont mises en place, et puis il y a un collectif aussi qui est réuni et qui permet la confrontation de points de vue, qui permet aussi de dépasser cette expérience individuelle. À côté de ça, il y a des plateformes de contribution qui sont mises en place avec une ambition plus quantitative, hein, c'est-à-dire que là, sur la concertation sur le dépistage du cancer du sein, on a mis en place une plateforme en ligne où on a déjà près de 200 contributions, on s'attend à avoir un nombre suffisant de contributions qui nous permettra derrière de faire une véritable analyse quantitative et qualitative. On a des panels de conférences de citoyennes où on réunit 20 citoyennes qu'on va également former à la problématique et qui seront davantage, parce qu'elles seront formées, en capacité d'apporter un jugement éclairé et en capacité de peut-être dépasser non seulement une expérience individuelle, mais aussi des représentations ou des fausses croyances, parce qu'elles auront été formées à la problématique. Alors, quand on dit formées, ça ne veut pas dire orientées, hein, ça veut dire donner la capacité de se forger une opinion plus éclairée sur un sujet. Donc voilà comment on essaye d'aborder cette question. Et puis à côté de ça, on a effectivement des réunions, on associe les associations et les représentants des associations, hein, qu'on écoute aussi,
mais on ne confond pas, je dirais, les deux formes de représentation citoyenne et associative d'un côté. Elles viennent en complément. Dans ce type de phénomène, il y a vraiment quelque chose de très intéressant parce que, d'après les étapes que tu décris, on a affaire à des gens qui viennent là par une certaine motivation, alors pour le coup une motivation souvent assez personnelle, et il y a un ensemble d'étapes en fait pour se mettre dans un certain rôle, tenir un certain rang. Et en fait, la représentativité, c'est quelque chose qui existe dans la société comme une notion. Et à un moment, on accepte que quelqu'un soit représentatif, où il va se sentir représentatif parce qu'il aura fait des étapes comme ça symboliques, soit d'écoute. Alors tu disais formation avec des guillemets d'une certaine manière. C'est d'une certaine manière une prise de rôle ou une modalité de participation au débat qui repose sur des échanges, une ouverture à l'autre, l'idée aussi qu'il va falloir emporter la parole et qu'il va falloir être capable d'amener cette parole qu'on porte vers d'autres interlocuteurs. Donc c'est aussi des travaux de... bon, je reprends le terme de médiation, mais on pourrait dire des travaux de pédagogie ou de défense. C'est des séries de postures qui sont assez intéressantes parce qu'elles sont nombreuses. Et ça se voit aussi dans le cas des pigeons, par exemple, quand on avait justement quand on a affaire à des mouvements qui dépassent l'organisation syndicale, du coup facilement dénoncée comme non représentative ou illégitime. Ça repose d'abord sur tout un processus argumentatif et sur beaucoup de jeux, notamment à l'égard de ce qu'on appelle l'opinion publique ou disons les médias et la manière dont ils représentent ça, sachant qu'ils ont souvent des modes de saisie un peu clichés comme la grogne ou des catégories un peu générales et floues comme ça, mais où la prise de position polémique va pouvoir s'adresser à une double cible à la fois, c'est-à-dire par exemple institutionnelle et syndicale, donc renverser certaines autorités, dire que la génération a changé, que le jeu n'est plus le même, mais tout ça c'est aussi de l'argumentation, c'est aussi une stratégie, une prise de rôle. Ça n'a rien à voir hein, les deux cas, mais symboliquement c'est des phénomènes extrêmement intéressants et riches. On voit tout à fait ce quel peut être le rôle du communicant des territoires dans cette approche, c'est tout à fait transposable. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Marilyn? Oui, bonjour. Oui, je voudrais revenir sur le problème de la représentativité, parce qu'effectivement, on peut évoquer la médiation. Par contre, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'outil même de ces big data, de ces fichiers, sur la représentativité. Parce que dans ces grands fichiers, dans cette grande base, il ne faut pas oublier qu'il y a des trous noirs. Que si on revient un petit peu sur les sujets de démocratie participative, il y a beaucoup de gens qui sont pas dans les bases. Il y a certaines populations qui ne sont pas équipées avec le numérique, etc. Et il y a des populations un peu silencieuses qui ne sont pas dans ce système. Donc si on revient un petit peu à l'échelle du citoyen, il y a certaines personnes d'un certain âge qui sont pas très présentes dans ces bases. Il y a certaines populations aussi plutôt défavorisées qui ne sont pas, voilà. Donc ce que je veux dire, qui n'ont pas forcément accès aux outils pour participer à des études de démocratie participative. C'est vrai que de plus en plus, on veut utiliser les bases de données. Je vois beaucoup de communes qui s'y mettent pour avoir des enquêtes sur les transports, sur l'enlèvement des poubelles, etc. Enfin, maintenant, c'est devenu... on sonde un petit peu le citoyen. Je pense qu'il ne faudrait pas oublier que, souvent, l'outil même peut introduire des biais, parce qu'effectivement, souvent, les gens qui réagissent, c'est souvent... des gens qui ont des choses négatives à dire, même si... alors, c'est bien de faire évoluer les choses, mais c'est surtout qu'il y a tout un pan de la population qui n'est pas forcément intégré n'est pas incluse, toute cette population qui n'est pas incluse dans la démarche participative parce que elle est pas dans les radars de ces fichiers. Donc la représentativité, ça doit rester quand même sous-jacent. Je parle pas de médiation, mais ça doit vraiment rester sous-jacent dans l'esprit d'un directeur de la communication, parce que ça ne résout pas tous les problèmes, et je pense qu'il y aura toujours un nombre important qui ne sera pas dans ces radars. Stéphane ?
Oui, je crois que c'est une question vraiment importante et qui, pour effectivement la communication ou l'interaction plus politique que peut avoir une commune, une administration d'un territoire, est fondamentale. En même temps, il faut garder à l'esprit que dans tout pouvoir politique, l'interaction du citoyen avec les décisions sont limitées et que sauf à être membre d'un militant d'un parti politique et d'avoir prise et de voter pour ceux qui vont être les représentants de ces partis aux élections, on n'a pas beaucoup prise. Et pour ce qui est de l'époque contemporaine, je pense qu'il y a maintenant plus de gens dans l'interaction sur les réseaux que de gens qui votent aux élections locales ou nationales. Donc c'est en train de basculer. Mais bon, je pense que c'est un problème de la politique en général. Donc il ne faut effectivement pas s'imaginer qu'on va politiquement interagir avec l'ensemble de la population. Juste pour préciser, par exemple, on sait maintenant qu'on met tous en place des concertations publiques. Je trouve qu'il y a quand même quelques dérives sur le fait que par les fichiers, parce que maintenant effectivement, on est tous en train de se constituer des fichiers avec différents critères, des croisements, etc. Je pense que des croisements pour effectivement essayer d'avoir un fichier représentatif de la population de sa commune, de son agglo, de son territoire. Je pense que ça dérive dans le sens où ça ne peut remplacer certains outils de communication et d'information et il ne faudrait pas non plus qu'il y ait un effet de balancier et un effet de mode. Parce que certains excès peuvent justement couper le lien social, couper la discussion, couper certaines populations. Et c'est vrai que ce matin, finalement, on a beaucoup parlé d'un état photographique de ce qu'était l'état des comportements, les big data, le pouvoir, etc. Je pense qu'il faut aussi modérer un petit peu cette révolution et essayer de modérer un petit peu, je ne dis pas modérer dans le sens où je nie pas que ça va encore beaucoup évoluer, mais aujourd'hui, ce n'est pas, ça peut dans certains cas ne pas être forcément la bonne solution dans la gestion de la communication citoyenne. Enfin, je pense qu'il faut, à côté de ça, réfléchir à des outils qui soient complémentaires. Juste pour répondre, l'enjeu de cette matinée, de cette journée, est de réfléchir à ces nouveaux enjeux qui émergent. Donc c'est pas d'aborder des solutions. Et d'ailleurs, ce matin, je pense qu'on a posé plus de questions qu'on a trouvé de solutions. Enfin, quand je les ai listées au fur et à mesure de la matinée, c'est juste gigantesque et phénoménal. C'est abyssal quand on voit effectivement ce qu'on décrit, ce que vous avez décrit ce matin. Donc là, l'enjeu de la matinée est vraiment de se dire il y a quelque chose qui est en devenir, que bon nombre de structures privées en France et à l'étranger le mettent en place. Comment nous, institutions publiques, on doit réfléchir à ces questions-là. Donc on est vraiment sur un questionnement et la question de l'inclusion est juste fondamentale et on doit l'aborder. On sait qu'il y a 25-30% de gens qui sont en dehors de notre périmètre et ça tend à augmenter. Donc comment finalement on réinterroge nos pratiques, nos outils, nos méthodes, nos gouvernances pour aller peut-être rechercher ces personnes qui, à la frange, on parlait de la frange auparavant, je pense qu'on arrive au cœur d'un système et que ça tend à devenir largement majoritaire. Donc c'est aussi un des questionnements qu'on doit avoir, c'est comment on réinterroge nos pratiques, nos méthodes et nos gouvernances pour aller rechercher effectivement ces personnes qui sont en dehors des systèmes désormais. Il y a un théoricien américain de l'information-communication qui a fait une approche très critique de la notion de représentation, mais alors à tous les niveaux,
ce qui fait qu'elle ressort vraiment en piteux état et qu'il vaut mieux pas en parler devant lui parce que ça l'énerve. Mais c'est Klaus Krippendorf qui donc a fait une analyse très systématique et en termes de représentation politique, il explique que le représentant, c'est pas du tout quelqu'un qui représente, c'est au contraire quelqu'un qui absente l'autre, qui en fait est celui qui peut parler quand les autres ne sont pas là et parler pour eux en particulier. Ce qui est plutôt une définition juste. Et effectivement, on motive souvent la représentation par le fait que les autres ne peuvent pas être là. Mais au niveau de la représentativité, il y a quelque chose qui effectivement va être toujours précieux dès lors qu'on a affaire à une situation où quelqu'un doit être déclaré représentant, pas représentatif, mais représentant, c'est que ça doit se motiver notamment par des rituels de légitimation. Il va dire je parle au nom de un tel et un tel, par exemple. Et c'est dans ces cadres-là que la légitimité est faite sur la situation de représentation. Mais il y a une deuxième chose, et là il y a à mon avis un peu une ambiguïté, c'est que de l'autre côté, tout ce dont on parle en termes de big data ou de phénomène syndical, c'est pas exactement la même chose. Dans le cas big data, c'est plus une question statistique, la représentativité d'un échantillon. Et en général, quand on fait des travaux en statistique, la représentativité est à peu près acquise, c'est-à-dire qu'un échantillon représentatif de 1000 personnes va avoir, à peu de propriétés près, va avoir grosso modo la tête qu'aurait la totalité de la population. Enfin, et là, je laisse les statisticiens faire ça mieux que moi, donc j'en parle plus. Mais en revanche, de l'autre côté, la représentativité en termes politiques, c'est au contraire un accord de délégation et donc tout un ensemble de charges symboliques. Et c'est une question de phénomène de croyance, en fait. Et il y a une dernière chose que je voulais dire, mais je l'ai oublié. Oui, juste, je parlais bien de représentativité, pas de représentation. C'est bien pour ça, par exemple, que dans le domaine médical, on va utiliser des registres nationaux quand on va avoir des groupes de patients qui vont être sous-représentés et pas de panel. Et puis, effectivement, il faut quand même un nombre pertinent, parce qu'effectivement, si on parle de statistiques, bon, il y a l'écart type qui nous permet d'évaluer le fait si les statistiques sont pertinents ou pas, mais en dehors de ces aspects-là, ce qui est important, c'est que quand on va faire l'analyse, ça reste avec du sens. Et effectivement, je parle bien de certaines populations qui doivent continuer à être représentées, mais au sens statistique. Donc pour moi, il n'y a pas de confusion. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, ce qui m'interpelle, c'est la notion de citoyen-consommateur, en fait. C'est-à-dire que dans les collectivités, quand on regarde les statistiques des sites, on s'aperçoit que les habitants viennent surtout consulter la partie service des sites et assez peu le message politique. Et donc, c'est ce qui est déploré, en fait. Et donc, l'enjeu de savoir... Alors, on regrette, on dit oui, maintenant, les citoyens ont un rapport consumériste avec les services de l'État, et on essaye de trouver les moyens de les réintéresser aux politiques. Et on oppose un peu les deux, et c'est vrai que, par exemple, quand Stéphane, vous parliez de l'expérience utilisateur, c'est vrai que le privé, lui, propose une expérience utilisateur auquel les gens sont habitués, et d'une certaine manière, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne retrouvent pas cette facilité d'accès aux services de la même manière. Et donc, la question que j'ai envie de poser, c'est de savoir, est-ce qu'en repassant par l'expérience utilisateur, et donc de l'accès aux services, on peut pas, et donc dans la personnalisation, on ne peut pas retrouver, en fait, un lien politique, un lien citoyen, de pouvoir réinstaller ce dialogue et de ne pas opposer, disons, le consommateur et le citoyen, mais prendre en compte qu'on est tout ça à la fois, quoi. Est-ce que l'un de vous veut répondre à ça ? Je ne sais pas si j'opposerais le public et le privé. Je crois qu'il y a eu une époque où la France s'est enorgueillie d'être capable d'amener l'électricité et le téléphone dans le moindre village, que l'eau courante était dans la moindre maison. Et il y avait une notion de service public qui touchait toute la population, aussi pauvre ou riche, sur des territoires urbains ou éloignés. Pareil dans le domaine médical et dans la couverture du territoire avec les transports, etc. C'est ça qu'offrent les nouveaux services de l'Internet. C'est des services publics qui touchent l'ensemble de la population mondiale, sont d'une grande qualité,
ont vocation à offrir à tout le monde ce service. Donc je ne crois pas que ce soit une opposition public-privé, mais plutôt un état d'esprit de s'organiser à servir, comme l'État français a su le faire. Je vais revenir sur cette histoire de légitimité. Je pense qu'on est dans une phase transitoire qui va durer longtemps. Il y a beaucoup de choses qui ne sont plus définies. La terre sous nos pieds vient à manquer. Les contre-pouvoirs sont totalement inexistants aujourd'hui. Et il faut savoir que nos systèmes démocratiques sont en fait en forte difficulté. Fondamentalement, les acteurs du numérique ont la capacité de décider du résultat de l'élection présidentielle ou d'une autre élection sur n'importe quel territoire où ils opèrent. C'est pas très compliqué. La démocratie, c'est toujours un combat 50-50, et donc il suffit de faire pencher la balance d'un côté légèrement et pour faire gagner avec une assez forte probabilité l'un des deux candidats. Traditionnellement, on a évité que la presse puisse être concentrée d'une manière telle qu'un opérateur puisse effectivement décider du résultat de l'élection présidentielle parce qu'il détenait un pourcentage des organes de presse qui était trop important. Mais aujourd'hui, avec le numérique, plus aucune loi de ce type s'applique. Et ce n'est pas un sujet de fiction dont je parle, c'est un sujet qui est très documenté. Il y a un président de la République dans un pays connu qui a été élu avec l'aide de ses opérateurs, et ça a été étudié en grand détail. Il s'agit d'Obama, lors de sa deuxième élection, avec un effort qui était fait sur, évidemment, les swing states, mais les catégories de population qu'on allait pouvoir faire basculer. Donc, en fait, il suffit de prendre le paysage et il faut s'adresser à tel et tel groupe de personnes, à tel endroit, c'est-à-dire non seulement telle catégorie sociale, mais à tel endroit géographique, parce que sinon, on s'en fout. C'est majoritairement républicain ou démocrate, donc il n'y a rien à faire. Et en adressant le bon message à ces gens qu'on connaît bien, eh bien, on les fait basculer. Et donc, toute la légitimité politique de nos systèmes se retrouve soumise au bon vouloir potentiel des algorithmes qui agiront ou n'agiront pas, mais le fait qu'ils puissent agir fait que dans l'histoire, un jour, ils agiront parce que ce sera dans leur intérêt. Donc, on est dans une phase où la manière de gouverner, la manière d'interagir avec les citoyens va évoluer de manière considérable, mais pas seulement sur la communication politique, le message qu'on envoie vers le bas, mais sur une interaction. On n'est plus dans l'époque de la statistique des données. Et le terme big data, d'ailleurs, qui va disparaître aussi rapidement qu'il est apparu, est très trompeur, parce que l'enjeu, bien sûr, les données, c'est ce qui est la partie impressionnante qui révolutionne ce monde. Mais ce n'est pas ça qu'il faut regarder. C'est les services, les nouveaux services et les nouveaux équilibres. Et après, on oubliera les données qui sont simplement le vecteur de la construction d'une nouvelle organisation sociale. Donc cette focalisation sur le big data a un intérêt qui est de faire réaliser qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là, mais elle a aussi un fort défaut qui est de ne pas regarder la finalité, mais le moyen. Et donc ça, je pense qu'il faut être vraiment très prudent dans la réflexion là-dessus. Ce qui m'étonne dans vos propos, c'est que finalement la maîtrise de l'outil a généré une vision politique. Alors que jusqu'à présent, c'était la vision politique et l'Occident était passé maître dans l'art de cette réflexion politique pour construire les outils et la gouvernance en adéquation. On a l'impression que le système s'est totalement inversé et que du coup, on n'est plus en phase avec cette société. Enfin, pour avoir cette gouvernance publique du bien commun, on est dans une simple logique de l'individu et de la consommation et qu'il n'y a plus de vision politique sauf celle-ci, quoi. Oui, je pense qu'effectivement, il y a une vision politique à reconstruire. C'est particulièrement vrai pour l'Europe, et je pense que c'est aussi un des éléments qui explique son immense échec face au numérique, qui est au milieu du guet de la construction européenne, qui n'a aucune projection politique
d'avenir, qui n'a aucun message d'avenir. Si on repense à la déclaration de Schuman de 1950, on est assez ébloui. L'Europe se projette dans un avenir dans lequel nos enfants vivront moins bien et on aura une présence mondiale réduite. Il faut réinventer... Enfin, je pense que si l'Europe ne réinvente pas un destin politique commun dans lequel elle s'inscrivent ses valeurs, eh bien, elle continuera à aller d'écueil et d'incapacité en échec. On arrive au bout de notre matinée. Est-ce qu'il y a encore une question, une dernière question? Oui. Ah. Vous appuyez sur le bouton mic. Alors peut-être à contrario, pour rebondir sur ce que vous veniez de dire, quelle est l'ambition politique du projet américain, par exemple, aujourd'hui? En quoi est-ce que... Moi, j'entends un discours très décliniste, auquel j'ai plus envie de souscrire. Si on doit opposer le modèle européen au modèle américain, donnez-nous des éléments pour aller chercher quelque chose qui a un peu de souffle dans le modèle peut-être américain. C'est compliqué comme question. Donc je ne veux pas m'inscrire dans une vision décliniste de l'Europe, mais force est de constater qu'elle n'a pas de projet politique. Les Américains sont premiers de la classe, ils souhaitent garder leur suprématie sur le monde et faire face à une Chine montante. Après, la politique aux États-Unis est un désastre. Et le fonctionnement de la démocratie est un désastre aujourd'hui et pousse à l'émergence de Donald Trump en particulier, dont effectivement le discours est faire face à la Chine. Donc c'est pas nécessairement très intéressant. Non, en réponse à une affirmation, une hypothèse, Internet va faire l'élection, si j'ai bien compris. Alors l'hypothèse, ça serait qu'Internet, pas plus que la télévision à une époque, ne fera l'élection. Et en tout cas, une affirmation. L'expérience Obama que vous citez, c'est du PPAP. Je veux dire du porte-à-porte assisté, du PPAO, du porte-à-porte assisté par ordinateur. C'est-à-dire que c'est fondamentalement des personnes qui, armées certes d'informations données à base de big médias, sont allées voir d'autres personnes. La dimension interpersonnelle, physique, dans l'élection de Obama, il ne faut pas la négliger. D'autres questions? Bon, eh bien, merci beaucoup, merci à vous trois pour votre participation.